Et oui, avec un tout nouveau générique pour la 40e émission. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue où que vous soyez sur la planète, derrière la radio ou sur les réseaux. Dobry den, dober dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Anna. Merci beaucoup pour ce générique. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Gabriel, c'est Bienvenue à l'Est, épisode 40, saison numéro 2. À la réalisation, on retrouve Eric Morechan. Bonne joie Eric. Naziwa. Gabriel d'Antoine est de retour dans Bienvenue à l'Est. Bonjour Gabriel, quel plaisir de te retrouver. Tu vas nous présenter une toute nouvelle chronique. Ça s'appelle Sur la route route vers l'Est. En route vers l'Est, ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Ouais, comme vous le savez, déjà, peut-être, je suis partie faire un voyage en train en Europe pendant plusieurs mois. Et donc, l'idée, c'était de vous rapporter quelques images et des souvenirs de mon itinéraire toujours plus à l'Est. Et là, on part en Slovénie. Petite surprise. Ben oui, aujourd'hui nous allons donc parler cinéma. Tout d'abord avec la réalisatrice Sabina Vespera pour son film Un rêve d'Evie, actuellement en compétition au Nikon Film Festival. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de l'acteur et chef-op Arnaud Landron, de l'acteur et régisseur technique Raphaël Distler Stragier et du monteur Émile Bénard. Bonjour à tous, un film fort puisqu'il parle des rêves prémonitoires, mais pas que. Bonjour Sabina. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur Armada. En deuxième partie d'émission, après le journal, nous parlerons festival de cinéma avec le festival Ciné-Baltique sur les cinémas des pays baltes. Pour mieux nous en parler, nous recevrons Madame Eike Heller, coordinatrice générale de Ciné-Baltique et conseillère culturelle de l'ambassade d'Estonie en France. Oui, et aujourd'hui, peut-être, c'est un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme pour nos stars du jour. Bon anniversaire à l'actrice slovaque Jana Bitnerova, que nous avons déjà reçue ici. Elle a joué avec les plus grands et dernièrement, on a pu la voir dans La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazzi, aux côtés d'Isabelle Huppert. Bon anniversaire au chanteur allemand Isaac Guderian. L'an dernier, il représentait l'Allemagne au concours de l'Eurovision avec Always on the Run. Actuellement, c'est World by World qui tourne en boucle sur YouTube. Bon anniversaire à la chanteuse bulgare Ivana, c'est l'une des interprètes pop-folk les plus connues en Bulgarie. Bon anniversaire aussi au poète estonien Asso Krul, poète influent et intellectuel reconnu pour ses réflexions sur sa modernité. Bon anniversaire à l'acteur tchèque Daniel Margulius. Oui, ou encore au rappeur russe Oxymiron. Bon anniversaire aussi à l'actrice slovène Spela Rosin. Une pensée du jour avec l'acteur lituanien Regimantas Adomaitis. Oui, alors, il va arriver. Là, c'est Daniel Margolius. Et puis, voilà. Sinon, donc, c'est Regimantas Adomaitis. C'est donc un acteur lituanien qui a contribué à la déclaration d'indépendance de la Lituanie en 1990 et qui était un membre actif du mouvement Sayoudis. Pensez aussi à l'artiste peintre ukrainienne Oksana Chatko, spécialisée dans la création d'icônes religieuses. Elle est aussi activiste féministe et membre fondatrice des Femmes. Et ouais. Pensez aussi à Hélène Kristaller, écrivaine allemande de livres pour la jeunesse dont les œuvres étaient souvent censurées par les nazis. Pensez enfin à Franz Schubert. Il avait tout du mythe de l'artiste romantique. Génie précoce, mort prématurée, manque d'argent, mélancolie. On a souvent voulu voir en lui un être incompris et malheureux. C'est oublier le soutien indéfectible de ses amis, nés et morts dans la très musicale ville de Vienne. Schubert a écrit pour tous les genres, sauf le concerto, et excellé particulièrement dans le Lied. Eh ben le Lied, en parlant de Lied, en voici un très célèbre, c'est le quintet pour piano et cordes en la majeur des 667, qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de Die Forelle, la truite de Franz Schubert. In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßer Ruh des munter Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des
des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang im Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und ehe ich es gedacht, so zuckte seine Ruten. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Place au cinéma. Et oui, on va parler festival aujourd'hui. Tout d'abord, la Berlinale qui a annoncé les noms des membres du jury international pour sa 75e édition qui se tiendra du 13 au 23 février prochain à Berlin. Pour l'Ours d'or du meilleur film et l'Ours d'argent, eh bien, le jury sera présidé par le réalisateur et scénariste et producteur américain Todd Haynes. À ses côtés seront présents le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch qui a signé Much Loved, la costumière allemande Bina Daigeler qui a travaillé sur The Room Next Door, l'actrice chinoise Fan Bingbing qu'on a pu voir dans X-Men, Days on the Future Past, le réalisateur argentin Rodrigo Moreno, la critique et auteure américaine Amy Nicholson et la réalisatrice et actrice et scénariste allemande Maria Schrader, réalisatrice en 2021 du film Ich bin dein Mensch, je suis ton homme. En France, les Césars 2025, dont la cérémonie le 28 février sera présidée par Catherine Deneuve, ont délivré leur sélection et leur affiche. Une affiche signée Christophe Blain. Côté sélection, on trouve l'histoire de Souleymane, un film signé Boris Lochkine, nominé pour le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario et la meilleure révélation masculine avec Abou Sangar. Pour le meilleur film étranger, on peut noter 3 films dont on vous a déjà parlé ici. The Apprentice d'Ali Abbasi, l'histoire du jeune Donald Trump sous les traits de l'acteur roumain Sébastien Stan, le film allemand Les graines de figuier sauvage de Mohamed Rasoulov et enfin le film anglo-américano-polonais La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Côté court-métrage de fiction est nominé le film Człowiek koji nie mógł czujeć, en français L'homme qui ne se taisait pas, du réalisateur croate Nebojša Slijepčević, un film de 13 minutes qui se passe lors du massacre de Srebrenica en 1993, lorsque 24 musulmans bosniaques ont été tués dans un train par le groupe paramilitaire serbe des Aigles Blancs, un film fort centré sur Tomo Buzov, incarné par Dragan Mićanović, un super casting en plus avec Goran Bogdan et Alexis Manenti. Pour le meilleur film d'animation, il y a 2 films qui sont à souligner. Le magnifique film Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, du laiton Gintz Zilbalodis, déjà nominé aux Oscars, et le très beau premier film d'animation de Michel Hazanavicius, qui, comme chacun sait, est d'origine lituanienne et polonaise, un film intitulé La plus précieuse des marchandises. Cette adaptation du roman de Jean-Claude Grimbert nous emmène dans la campagne polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film est sorti en novembre. À ces 2 mots, place à la bande-annonce. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... C'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur.
Sans cœur en un cœur. On va passer tout de suite, il est 19h11 sur Armada, on va tout de suite passer avec notre interview, notre première invitée, Sabina Vespera et son équipe. Ça s'appelle Un rêve des vies. Un rêve des vies, c'est l'histoire de Jasmine. Jasmine n'avait aucun détail quant au lieu, à la date et aux personnes impliquées. Elle savait seulement qu'un journal parisien allait être attaqué. Un ami policier lui a conseillé de se taire, lui disant que personne ne la croirait. Comment peut-on vivre quand on fait les rêves prémonitoires? C'est la question qu'on va se poser. C'est la question que se pose ce film, Un rêve des vies, dédié donc à la mémoire des victimes des attentats de janvier 2015. Et pour en Et pour en parler, parler, nous recevons l'actrice, réalisatrice, dramaturge Sabina Vespera, accompagnée de toute son équipe. Et bonsoir encore une fois, encore bienvenue sur Armada. Première question, pourquoi ce film? Quand j'ai vu le sujet du Nikon Film Festival, c'était une évidence de faire ce film-là parce que je connais autour de moi plusieurs personnes qui ont des dons et notamment cette personne-là en question qui voit des choses en avant et qui ne sait jamais quoi faire, comment réagir, si elle doit aller voir la police, si elle doit en parler à quelqu'un pour empêcher l'événement. Et à chaque fois, elle est dans cette hésitation et je me suis dit, c'est l'occasion d'aussi montrer à travers ce film la solitude que ces personnes-là peuvent vivre et la stigmatisation qu'ils peuvent vivre par la société, ce qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas agir, n'ont pas le courage d'agir et qui vivent après avec cette culpabilité-là. Après, j'ai choisi, elle en a fait plusieurs des rêves, j'ai choisi particulièrement ce rêve-là parce que ça tombait en janvier 2025 et j'ai juste voulu porter aussi hommage aux victimes. ouais, alors le sujet, c'est le rêve prémonitoire. Et donc, c'est une histoire vécue. Oui, c'est une D'accord. vraie histoire vécue, oui. Comment s'est passé le processus de création, l'écriture du scénario? Euh, Dès que j'ai vu le sujet du Nikon Film Festival, ça a été assez rapide dans ma tête. Le scénario était déjà créé parce que je connaissais l'histoire. Mhm. Et le temps de tout mettre en place, de voir si on le fait vraiment, si la personne elle est à l'aise pour qu'on fasse un film là-dessus. On a attendu vraiment le dernier moment. En 2 semaines, j'ai écrit le scénario sur papier cette fois-ci. On s'est vu avec Arnaud pour faire le découpage technique. Et ensuite, on a fait le tournage dans 1 semaine plus tard, en 1 journée. Et derrière, très vite aussi, la post-production pour faire le montage, l'étalonnage et le mixage son. Ça a été très vite. En 3 semaines, on a tout fait. Avec Émile Effectivement. Bénard. Quand l'inspiration porte, hein. Ah là 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 Et là, comment tu s'est m'étonnes. faite la rencontre avec Manon Seguin, l'actrice principale? Alors, j'ai intégré une formation récemment, le studio Pygmalion, c'est une formation de comédien. Et je l'ai rencontré tout simplement là-bas. Donc, on a fait quelques mois ensemble dans le même atelier. Donc, voilà. Et on sait très bien, j'ai tout de suite vu que c'est une excellente comédienne. Donc, quand elle s'est proposée pour le rôle et quand j'ai vu sa self-tape, je me suis dit, c'est elle que je veux. Un hasard, en sachant que les hasards n'existent pas, n'est-ce pas? Exactement. Eh ouais, non, mais c'est vrai, il y a du destin en fait. Exactement. Alors, on a autour de nous les membres de l'équipe avec le monteur Émile Bénard. Il y a donc l'acteur, régisseur technique. Alors là, c'est monsieur homme à tout faire, Raphaël Disler-Stragier et Arnaud Landron, donc acteur et chef opérateur pour l'occasion. Justement, Arnaud,
Comment avoir opté pour les différentes couleurs? On est à la fois dans le passé, on est à la fois dans le présent, on est dans le futur, c'est-à-dire quelques jours après, et c'est pas les mêmes couleurs. Comment ça t'a travaillé au niveau des lumières, quoi. On a l'impression d'avoir des images différentes, enfin en tout cas des ambiances différentes. Alors, en réalité, il n'y a pas forcément un travail en soi sur la partie lumière. Mhm. C'est beaucoup après sur la partie post-production où on va chercher à créer ces ambiances pour différencier la partie rêve de la partie Mhm. un peu vie de tous les jours. Et après, le reste, c'est un travail d'ambiance où, par exemple, on va passer d'une ambiance un peu froide sur la partie rêve et à une ambiance un peu plus chaude sur le reste avec la partie fête, par exemple. Mhm. Donc, après, c'est beaucoup aussi un travail de point de vue en termes de caméra, par exemple, où on va avoir plutôt une caméra qui va être un peu immersive pour la première partie, et une caméra avec des plans un peu plus classiques cinéma sur la deuxième partie. Ouais. Bien en face. Euh, Et dans le cinéma, il y a 3 auteurs, le scénario, la réalisation et le montage. Comment l'équipe s'est forgée en fait? Comment vous avez travaillé autour de ce film? Pour le coup, j'ai écrit le film, je l'ai réalisé avec l'aide d'Arnaud qui a été le chef opérateur sur ce court-métrage. Et ensuite, j'ai travaillé avec Émile, je vais le laisser continuer sur la partie montage. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler vraiment avec lui sur place. Et l'étalonnage, donc tout ce qui est couleur, la différence entre le rêve et la réalité, tout ça, je l'ai fait à distance avec Gabriel Rimaillot, qui est l'étalonneur sur ce film-là. Et ça s'est fait avec beaucoup d'allers-retours à distance, exactement comme avec Hugo pour le mixage son. Donc pour la partie... Oui, c'est vrai qu'il y a une réécriture au montage, on dit souvent ça. Mm. Déjà, une notion importante, c'est que pour le Nikon, Et au combien? les courts-métrages sont limités à 2 minutes 20. Donc il faut déjà choisir des choses à enlever. Beaucoup, c'est toujours comme ça, il faut faire des choix, des raccords qu'il faut faire plus rapidement. On a parlé des couleurs, donc ça a dû être réfléchi, je pense, au tournage évidemment, mais aussi au montage, on en a pas mal discuté avec Sabina. Pour la première partie notamment du rêve, on a fini par la faire en noir et blanc. On hésitait d'abord sur un côté peut-être plus bleuté, des choses comme ça. Et finalement, oui, c'est l'étalonneur. Moi, j'ai fait le montage, mais on avait aussi un étalonneur et un mixeur, oui, comme tu l'as dit. C'est l'étalonneur qui a fait ça finalement, Gabriel. Alors, on va le dire clairement, un rêve des vies, c'est un film qui marque, qui questionne, c'est un film qui percute, c'est un film profond, très touchant, et qui nous fait réfléchir quand même. Si on avait ce don de médiumnité, qu'est-ce qu'on ferait à la place de Yasmine? La question revient régulièrement, et même quand on voit ce film, ben ouais, parce qu'en fait, la fin, comment dirais-je, on se pose la question. Dire ou ne pas dire, c'est un film qui appelle à notre conscience. Exactement, et c'était mon objectif, de faire réfléchir plus profondément le spectateur et pas simplement faire un divertissement. Moi, personnellement, j'adore les divertissements. J'en regarde, moi, mais je n'arrive pas à en faire. Et j'aime bien ramener... J'aime bien qu'à la fin, la personne qui a vu le film soit dérangée et se pose des questions et se remette en question. Je ne veux pas forcément imposer une idée aux autres. Chacun est libre de penser comme il veut, mais je pense qu'on a tous le devoir de faire questionner les personnes en face de nous et de les faire voir les choses peut-être différemment, parce qu'on voit tous les choses du point de vue de notre propre prisme. Et il n'y a pas une réalité absolue. Là, il y a plusieurs réalités, chacun a sa réalité. Et je trouve ça intéressant quand, moi, par exemple, quand je regarde des films qui me font réfléchir, je trouve ça plus intéressant, pour le coup. Et comment le public a réagi quand il voyait ce film qui a plus de vues?
J'ai eu beaucoup de bonnes réactions, de très bonnes réactions, des personnes qui ont été touchées. Il y a eu quelques réactions. C'est un sujet. Sabina, tu es sur un terrain glissant. C'est un sujet touchy. Il y a eu 2-3 personnes, mais c'est pas la majorité. Glissant. Un sujet Oui. glissant. Le rêve prémonitoire, un sujet glissant. Le rêve qu'elle fait. Ah, le rêve qu'elle fait, Oui, d'accord. Ok. le rêve que j'ai choisi. Voilà. Et sinon, j'ai aussi des témoignages de personnes, une dizaine de personnes déjà m'ont écrit pour témoigner du fait qu'ils faisaient ce genre de rêve. Mhm. Et ces personnes ne savent pas du tout comment réagir. Et pour la première fois, elles se sentent reconnues dans un film. Et ça m'a touchée. Il y en a qui m'écrivent encore. On a gardé contact. C'est exactement aussi pour ces personnes-là aussi que j'ai voulu faire ce film. C'est le truc, c'est alors le pouvoir de prémonition, bah, c'est un pouvoir qui n'est pas anodin en effet. Ce qui n'est pas vérifiable, est-ce que ça peut être vérifié? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Nous, on sait pertinemment que dans le monde entier, l'histoire ne manque pas de médiums. On en a dans tous les pays. Je pense, nous, pour la France, à Michel de Nostradamus, à la prédiction de Cosimo Ruggieri avec Catherine de Médicis. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Juste pour la petite histoire, c'est Catherine de Médicis, en fait. Elle a ce Cosimo Ruggieri qui se voyait souvent. Et Cosimo Ruggieri lui dit, mais écoutez, madame, vous allez mourir à côté de Saint-Germain. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évite tous les Saint-Germain. Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain de... Tous les lieux qui s'appellent Saint-Germain, elle n'y met pas les pieds, puis elle s'en approche pas, mais pas du tout. Et puis elle arrive à Blois, elle est malade et tout ça, et donc elle appelle un prêtre, il s'appelait Julien de Saint-Germain, elle est morte. Donc voilà, ça l'a tuée. Voilà. Si je pouvais résumer en un petit mot, donc ça c'est la prédiction. Comment on peut savoir ça? Il y a aussi Baba Vanga en Bulgarie, et puis Elisabeth Tessier avec François Mitterrand, le président de la République. Et puis, bien sûr, comment on ne peut pas penser à Claude Alexis qui va nous suivre à 21h dans le fil de l'avenir sur Armada, qui vous pouvez l'appeler et puis il va vous donner tout son savoir. Parce que là, franchement, voilà, c'est très coton. Et alors, notre société, elle avance quand même sur ce domaine. Il y a 59% des Français qui font confiance à la voyance et au médium. Et ça, c'est dingue. Presque 60. Aujourd'hui, la personne qui a inspiré ce film, comment elle vit ce don aujourd'hui? De ce que je sais, avec beaucoup de culpabilité. Elle arrive, quand des années passent, elle arrive à continuer, à ne plus y penser et continuer sa vie normalement. Mais c'est quelque chose qui va revenir de temps en temps, la trotter, elle va de temps en temps y penser et culpabiliser. Et surtout peut-être quand elle va rencontrer des victimes ou voir des images, revoir des images, ça va revenir et elle va... c'est assez choquant quand même Enfin, c'est vrai que... Enfin, moi, je me mets à sa place. Enfin, je suis pas médium normalement. J'arrive même pas à imaginer, ça doit être horrible. C'est un poids à porter. Nous, on a envie de parler, mais on ne peut pas, en fait. Parce que sinon, on choque. Je sais pas. Comment vivre ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gabriel? J'aimerais pas être dans cette situation, mais c'est toujours très intéressant de voir comment chacun gère ça. C'est un sujet intéressant. Merci d'avoir... Non, mais c'est vrai. Même les rêves, je dirais, quotidiens, enfin, pas ce genre de rêve, parce que là, c'est vraiment très impactant. Mais si on les dit, en quelque sorte, on court une moquerie de la société, être taxé de dingue, de fou, etc. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas aussi pour se protéger. Oui, je sais pas. Oui, ouais. Oui, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est ce que le personnage dit aussi dans le film. Il y a la peur que ça ait un impact sur sa vie à elle, parce que si elle avait été voir la police, est-ce qu'on la croit?
Et si on la croit par la suite, on se demande comment elle savait autant de détails. Si elle tombe sur des personnes qui ne croient pas à tout ce qui est voyance, tout ce qui est rêve prémonitoire, c'est difficile de dire j'ai vu tous ces détails-là dans un rêve. Incroyable. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'autre côté de la radio ou de la télé. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Est-ce que si on est médium, si on fait des rêves prémonitoires, si on refuse de dire alors qu'on sait, est-ce que ça serait pour se protéger à ce moment-là ? C'est pour se protéger de la société qui est plutôt cartésienne d'ailleurs aujourd'hui ? Parce qu'on est très carré. Enfin, ça n'existe pas, donc c'est pas bon. Dans ce cas-là, je pense que c'était aussi beaucoup pour protéger ses proches et sa famille aussi. Ah oui ? Oui, parce que si si on la croit pas et qu'on pense par exemple qu'elle est complice, elle pourrait être fichée S, par exemple. Oui, ça permettrait de... Il y a toute la famille qui peut aussi l'être. Je ne sais pas comment ça fonctionne du tout. Oui, mais il y aurait une jurisprudence en fait entre les deux. Je sais pas du tout comment ça fonctionnerait, mais par contre, je sais qu'elle était du coup mal à l'aise aussi par rapport à ça. Elle savait pas comment elle serait vue, si elle serait poursuivie pour des détails qu'elle savait à l'avance. Donc oui. C'est quand même impressionnant de... Non mais c'est vrai. En plus, tu vois un attentat. Enfin, c'est comme quand on voit, je sais pas, on a un flash, on voit un livre. Je me dis mais non, c'est pas possible. Enfin, on veut pas y croire soi-même, peut-être. Hein, de toute façon, on va rêver d'un attentat, c'est pas possible. Mais c'est quand ça arrive, ça surprend déjà la personne qui le rêve. Dans son cas à elle savait que c'était un rêve prémonitoire parce qu'elle arrive à faire la différence entre les deux. Quand elle fait des rêves prémonitoires, souvent elle voit la situation à travers les yeux de la personne qui vivra ça dans le futur. Donc elle sent que c'est pas elle sent qu'elle est dans le corps de quelqu'un d'autre, mais dans le futur. Donc quand elle se réveille, elle a cette sensation qui est à chaque fois différente que lorsqu'elle fait un rêve normal. Dingue, c'est vraiment dingue. C'est incroyable. Et comment on sait qu'on fait des rêves prémonitoires ? C'est ça le truc ? Enfin, comment on sait si c'est la première fois que ça nous arrive Tu attends que ça se réalise. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution. Comme tu dis, comment vérifier ? Oui, c'est ça. C'est ça. Le truc, c'est... comment dirais-je ? Il n'y a pas... Enfin, après, tu me diras, nous, dans le centre de la France, on dit toujours que dans le Berry, il y a des sorcières. C'est les sorcières du Berry, mais c'est de la légende. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est une personne qui est très sensible, en fait, qui est hypersensible. Oui, c'est une personne hypersensible. Après, moi, si je devais donner mon avis, je pense qu'on est tous capables de ça. Notre cerveau est capable de ça. C'est juste qu'on n'utilise pas toutes les capacités de notre cerveau. Donc, il y a des personnes qui ont plus facilement développer ces dons, on peut appeler ça comme ça, mais je pense qu'on est tous capables de le faire si on veut. Le rêve prémonitoire, c'est à voir. Il y a quand même ce film, Un rêve d'Evie, franchement, il est très fort. Il a 2 minutes 20. Il n'y a pas une idée de le prolonger derrière, enfin, je veux dire, d'en faire un plus grand, non ? Non, pour le moment, non. C'était juste pour le Nikon. D'accord, ok. Il y aura d'autres projets à première vue, alors ? Oui, j'ai commencé un autre projet bien avant ce court-métrage-là. J'ai commencé à travailler sur un long-métrage que j'écris en 7 langues. 7 langues. Oui. Simultanément ? Non, en fait, le scénario se déroule en 7 langues. Donc, il y a des personnages qui viennent un peu de différents pays et donc ils se retrouvent liés. Donc, pour le moment, je ne peux pas en dire plus parce que je suis moi-même en train de travailler dessus. Et c'est assez complexe parce que c'est un sujet technique. Donc, je suis au stade où je fais des recherches parce que je veux que ce soit assez crédible et pas dire quelque chose qui n'est pas crédible. Exact. Donc je suis au stade des recherches sur ce sujet technique sur lequel j'écris. D'accord. On ne dira rien. On va attendre que le film sorte. J'ai hâte de savoir quelle langue.
Oui, oui. Et après, il y aura Sabina Vespera qui va revenir donc avec son équipe. Pour le long métrage. Pour Exact. le long métrage, comme ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Ah bah, moi j'ai hâte. Un film en 7 langues. Oui. J'ai écrit un scénario en 3 langues, mais alors en 7, costaud. Hein. C'est chapeau. Ben voilà, dans ce film, donc, il y a, dans le film, donc, Un rêve d'Evie, il y a un deuxième sujet qui rend plus fort. Et ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir. On n'en parlera pas exprès, il faut voir le film pour ça. Il y a l'affiche du film qui est sur l'écran pour celles et ceux qui nous suivent sur tout ce qui est réseau et télévision. Et surtout, il ne faut pas oublier voter pour le film. Et exactement, soutenir. Oui, donc, merci de voilà. voter. Voilà, n'allez pas le voir sur YouTube, allez le voir sur le site, oui, sur le site du de festival. Nikon. Et puis après, il y a un petit cœur. Moi, j'aime bien le coup des petits cœurs qu'on appuie dessus. Je dis, wow, ça y est, il est soutenu. Non, c'est vrai. Il y a 2137 films sur le Nikon Film Festival. Franchement, on y passerait la journée. Et un film à soutenir, c'est Un rêve d'Evie de Sabina Vespera. Et puis avec donc justement chef opérateur Arnaud Landron, et même on l'a vu sur le plateau puisqu'il est aussi comédien dans le film, et tout comme Raphaël Distler-Stragier pour le son. Et alors juste les oreilles, très bien, hein. Franchement, 2 films que j'ai vu le son, j'ai entendu le son, il est génial. T'as pas pris le son pour celui-là. Non, t'as pas pris le son, mais t'as fait régisseur technique. Donc c'est-à-dire que le monsieur a tout faire. Voilà, il sait tout faire si vous voulez. Hein. Walou. Principalement acteur. Hein. Principalement acteur. Eh ben, comme quoi, voilà, c'est quand on est acteur, on sait tout faire. On protège. Alors protéger sa réputation ou agir au service du collectif. Donc la question se pose. Un rêve d'Evie, c'est un film où le sens de l'humanité a toute sa place. Je vous invite donc à regarder et à soutenir ce film sélectionné au Nikon Film Festival. Place à la musique et puis aux charges de la semaine avec Gabriel. C'est reparti pour les actualités musicales. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça faisait un moment. Et j'aime toujours autant vous dénicher les pépites d'Europe centrale et orientale, d'autant plus que cette semaine, j'ai trouvé de belles choses tout droit venues de Bosnie, Bulgarie et Ukraine. Alors on commence tout de suite avec un clip super fun qui vient de Bosnie-Herzégovine. C'est Pompalica de Desincherica et Diekson. Alors dans un format 4/3 un peu vintage, on a les 2 chanteurs qui nous embarquent dans un voyage dans le temps avec des effets vidéo datés des années 80, entre incrustation, accélération, saturation et transition kitsch. Ils réutilisent des images d'archives du siècle dernier et c'est rempli de références. Donc on a de l'industriel avec des usines de poupées soviétiques, on a de la conquête spatiale avec satellites et galaxies, de la prouesse scientifique avec des expériences en laboratoire, du militaire avec des soldats prévolutionnaires, enfin bref, tout un tas d'imageries populaires qui se succèdent. Et elles servent de toile de fond pour les 2 chanteurs que l'on voit danser en incrustation, qui jurent un peu avec leur dégaine de gopnik, genre tatouage, survêt et banane, et leur danse à la mode. Donc leur silhouette se dédouble et tournoie dans tous les sens sur l'écran, avec un montage tout aussi loufoque et dynamique. Et soudain, sans transition, retour à la modernité avec la fameuse voiture de course qui plaît tant aux chanteurs de l'Est. Donc nos 2 rappeurs se pavanent devant. T'as pas tort. Ouais, vraiment, c'est en boucle. Et c'est toujours à base de gestes un peu gang, et à grand renfort de stromboscope, néon et caméra fish-eye. Donc côté parole, c'est très simple. Ça ne parle que du nombre de pompes qu'ils peuvent faire. Ils disent qu'on les prend pour des toxicos, mais eux se défendent de juste vouloir s'entraîner et devenir les plus forts. Donc, c'est un clip en 2 minutes top chrono, très entraînant avec des punchlines qui défilent aussi vite que les images. Le rythme est soutenu par des basses puissantes et des instruments comme la clarinette orientale et les tambourins qui donnent envie de bouger. Ils ont su mettre de bonne humeur un bon nombre de personnes puisqu'ils ont fait top 1 YouTube en Bosnie-Herzégovine et Croatie avec 1,8 million de vues en 5 jours. Et bah si on écoutait ça, quelques instants. Kažu da sam narkoman I da šijem lekove A ja samo treniram.
Changement d'ambiance radical dans ce clip en noir et blanc, jouant la recette bien connue de la jolie jeune femme qui chante son amour perdu. Je veux parler de la bulgare Diesita et son tube Razkaji I, sorti il y a tout juste 6 jours. Côté histoire, la chanteuse fait face à une famille. On comprend donc que c'est celle de l'homme qui l'a quittée. Elle ne lui pardonne pas malgré le temps passé, tant sa douleur est intacte. Donc, côté image, Non, ça côté image, un diptyque très esthétique qui met en scène leur vie en ombre chinoise. Des plans dramatiques aux jeux de lumière très théâtraux qui montrent une Diesita très sensuelle et qui danse en enchaînant les gestes plaintifs. On la retrouve dans une chambre d'ado, toute blanche et sans vie. Elle finit par tout saccager. Donc les plumes de son coussin qui ravagent volent au ralenti, un peu façon crise d'ado. Côté parole, c'est une véritable psychanalyse qu'elle nous offre en partageant ses vieux traumas. Elle ne veut pas passer à autre chose et lui souhaite tout le mal du monde finalement. Mais malgré tout ça, Diesita réussit à nous emporter de sa voix puissante et émouvante qui transmet l'intensité des paroles. Vocalement et physiquement très expressive, l'instru est elle aussi envoûtante, notamment grâce aux éléments orientaux. La chanteuse a su captiver tout un auditoire alors qu'elle fait top 1 Apple Music, Deezer et YouTube en Bulgarie avec 1 million de vues en moins d'une semaine. On peut peut-être en nous goûter 3 secondes, peut-être. Ouais, on va aller juste. Ти ме довърши, разби ме тотално. Сега виня съдбата, че ми е гадно. И казват ми навало, с времето само. Но кой от тях се с мен боли го наравно. Il y a donc le dernier en Ukraine. C'est ça, avec le titre Vrubay de Parfeniuk. Donc on en avait parlé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Effectivement, il continue à tenir la tête des classements. Ouais, c'est super impressionnant. Il a atteint maintenant 27 millions de vues en 2 mois. Le clip met en scène une soirée entre jeunes avec lumière de couleurs, confettis et bonne humeur. La fête bat son plein, les gens sont stylés, ça boit et ça danse fort. On retrouve de nouveau un certain goût pour les technologies des années 80, avec bande magnétique sonore et radiocassette, mais quelque chose se trame. Une cassette passe discrètement de main en main et allégorie au temps soviétique quand on réalise que les jeunes sont sur écoute. Depuis le début, quelqu'un les surveille. Alors, lorsque la cassette est enfin jouée et répand les festivités dans tout l'immeuble, changement d'ambiance totale, avec l'arrivée de milices qui braquent les jeunes de leurs armes et mettent tout le monde à terre. Le chanteur se retrouve en plein interrogatoire, devant justifier sa musique, mais il retourne la situation en sa faveur, alors qu'il se met à danser avec tous les miliciens qui sont cagoulés. Leur gestuelle policière est réactualisée dans une géniale chorégraphie qui finit par emporter tout le monde. Le chanteur reste cool et nonchalant, confiant du pouvoir fédérateur de sa chanson, car oui, la musique est une forme de résistance et son titre suggère de monter le volume face à l'adversité. Les paroles ne sont pas en reste, évoquant directement l'oppression sur des gens qui disparaissent et qu'on ne reverra jamais. Je cite, « Le temps n'est pas au beau fixe aujourd'hui, mais nous n'allons pas le laisser nous déranger ». Donc 2 mois après sa sortie, toujours top 1, Spotify et Shazam. On va passer directement au fait. Aujourd'hui, Anna, donc... On vous amène en Hongrie, Estonie et Liechtenstein. Demain, le 1er février en Hongrie, c'est le jour commémoratif de la République. Cette journée commémorative non fériée a été instaurée en 2006 lors du 60e anniversaire de l'article 1 de la loi de 1946 sur la forme de l'État hongrois. Cet article abolissait la monarchie que jusque-là qui n'avait justement pas fonctionné. N'avait fonctionné que sous forme de régence pour la remplacer par une république. Le 2 février, en Estonie, on fait l'anniversaire du traité de paix de Tartu. Le traité est signé le 2 février
1920 entre la République socialiste soviétique en Russie, d'une part, et la République nouvellement indépendante d'Estonie, qui faisait auparavant partie de la Russie impériale. La guerre de libération estonienne a pris fin entre la trêve du 1er janvier 1920 entre la Russie bolchevique et l'Estonie. Les célébrations incluent souvent des événements officiels et des discours, mais sont parfois teintées de tensions politiques, notamment concernant les frontières. Les partisans du traité de Tartu prônent le retour à la frontière de 1920, mais les partis modérés, y compris la présidente du pays, réaffirment la validité du traité de Tartu, mais rappellent la nécessité de respecter le consensus international sur les frontières dessiné après la Seconde Guerre mondiale. Toujours le 2 février au Liechtenstein, on fête la présentation de Jésus au temple, connu sous le nom de Chandeleur ou Fête des Lumières. Comme les paroles de la chanson Leiver Ergotsblichen en attestent, les enfants mendiaient autrefois du lard et des petits pois. Ils étaient alors munis de torches ou de bougies remplacées aujourd'hui par des lampions faits main. Le Lichtmeestag trouve ses origines à l'époque pré-chrétienne et la célébration du dieu Pan. Aujourd'hui, les enfants prient Saint Blaise de protéger la population des maladies et de leur fournir de la nourriture suffisante pour passer l'hiver. En 472, c'est le pape Gélas Ier qui instaure le 2 février des processions aux flambeaux au cours desquelles les fidèles se rendent à Rome pour célébrer la présentation de l'enfant Jésus. Le pape leur offrait des galettes devenues des crêpes au fil des siècles. Les fidèles rapportaient ensuite chez eux les bougies ou chandelles. De façon plus populaire et païenne, la Chandeleur aujourd'hui, c'est l'occasion de déguster de délicieuses crêpes. La tradition veut que l'on fasse sauter d'ailleurs la première crêpe afin de porter chance pour l'année à venir. Aujourd'hui, nous faisons voyager avec une nouvelle rubrique. Ce sera dans un instant avec Gabriel d'Antoine. Et pour l'instant, on part en Roumanie. Place à la musique avec Constantin Timofte. Mă tot întreabă izvorul, de ce plâng cu-i duc dorul. Mă întreabă frunza de nuc, de ce plâng cu-i dor duc, măi. Eu îmi plâng anii trecuți și mi-i dor de-ai mei părinți, măi. Plâng ulița satului pe care am călcat întâi, măi, măi. Lacrimile-mi curg izvor, că de satul meu mi-i dor, măi. Și nu pot să le opresc când la el mă tot gândesc, măi. Acolo sunt frații mei și împărțam pâinea cu ei, măi. Din puținul ce-l aveam, mâncam și ne săturam, măi, măi. Plânganii copilăriei și strogurii copți din vie. Plâng și iarba așa de coasă, pădurea cu frunza deasă. Mi-i dor să merg la scaldat, la gârla de lângă sat, măi. La Paști și la sărbători se îmbracă meșa cu flori, măi, măi. Mi dor boii să-i jugă, să mai merg descurs la plug, măi. Și când vin de la Arad să mă aduc la fete în sat, măi. Mi dor să mă prind în joc cu flăcăii la un loc, măi. Dar toate
asta oftie și plâng, măi. Eu poate am să mor ca mâine, satul tot aici rămâne. Ora satul și iubitul, vorbei nu e cât pământul, măi. Place au voyage. Donc bienvenue dans cette nouvelle chronique en route vers l'Est qui reprend donc mon voyage en train, comme son nom l'indique, toujours plus vers l'Est. Alors ce sera volontairement dans le désordre tous mes itinéraires, mais ce soir, pour le premier numéro, je vous emmène dans un tout petit pays, mais avec très agréable à vivre, c'est la Slovénie, et en route vers Ljubljana, la capitale. Alors, la Slovénie est un petit pays d'Europe centrale de 2 millions d'habitants, situé entre l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie. Indépendante depuis 1991 après la dissolution de la Yougoslavie, elle est depuis 2004 membre de l'OTAN, de l'Union européenne et de la zone euro. Alors, ce qui est super avec ce pays, c'est qu'il est très vert. Il est connu pour ses paysages variés. La Slovénie offre à la fois des montagnes alpines, des forêts denses et un petit bout de côte adriatique. Sa capitale, Ljubljana, est réputée pour son charme pittoresque, son engagement écologique et sa riche histoire culturelle. Grâce à son développement économique rapide et sa qualité de vie élevée, la Slovénie est souvent considérée comme l'un des joyaux cachés de l'Europe, et j'ai pu le voir. On parle d'ailleurs d'elle comme la Suisse d'Europe centrale. Alors, en route vers l'Est, vers la Slovénie. Ljubljana résume à elle seule la culture germanique, latine et slave. C'est une petite ville à taille humaine où tout se fait très facilement à pied. J'ai bien vu qu'en seulement 30 minutes, on peut traverser le centre et profiter de son ambiance paisible et agréable. Toute l'activité de la ville se concentre autour de la Ljubljanica, qui est la rivière qui la traverse. C'est ici que l'on trouve tous les bars animés, les restaurants typiques, les marchés colorés et bien sûr les bâtiments historiques qui donnent à Ljubljana son charme si particulier. Bien que la ville soit assez touristique, elle conserve un train de vie très agréable, loin des grandes métropoles et de leur agitation. Alors, l'architecture de Ljubljana est un véritable voyage dans le temps. On se balade dans les ruelles pavées de son centre médiéval, le long de vieux édifices, dominés par le château de Ljubljana, qui est perché sur une colline et qui offre une vue imprenable sur la ville, comme on peut le voir là à l'écran. On retrouve aussi une forte influence baroque, notamment avec des édifices religieux comme la très rose cathédrale Saint-Nicolas, célèbre pour ses façades ornées et ses fresques impressionnantes. Alors, Ljubljana doit également une grande partie de son identité architecturale à l'architecte Jože Plečnik, dont l'œuvre a marqué la ville. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on retrouve le triple pont, appelé Tromostovje en slovène, qui relie avec élégance la vieille ville et la partie plus moderne. Donc, un autre lieu emblématique du même architecte, c'est le marché central, avec ses belles arcades qui surplombent la Ljubljanica. En s'éloignant légèrement du centre, on découvre aussi des bâtiments plus bruts, façon soviétique. Réalisme soviétique. C'est ça, oui. Et d'autres bâtiments plus modernes qui sont témoins d'un Ljubljana en pleine évolution. L'un des aspects les plus marquants de la ville, c'est son intégration de la nature dans l'urbanisme. Un parfait exemple de ça, c'est le parc Tivoli, qui s'étend sur 5 km², donc c'est énorme, cet immense parc est influencé par le style romantique et anglais, on le voit juste ici, et c'est un véritable havre de paix en pleine ville. On y trouve donc de nombreuses activités sportives et culturelles, comme un jardin botanique, des expositions artistiques, ainsi que des terrains de sport et autres aires de jeu. Pour une parenthèse encore plus calme, rien de tel qu'une excursion au château de Ljubljana, avec ses rues pavées bordées de maisons anciennes. Ça offre une ambiance de village en pleine ville. C'est l'endroit idéal pour une balade tranquille et profiter d'un cadre plus intime. L'un des grands avantages de Ljubljana, c'est que ça se visite très rapidement, parce que c'est tout petit, mais ça laisse beaucoup de temps pour explorer le reste du pays. Les distances en Slovénie sont courtes et permettent de découvrir facilement d'autres trésors. Et parmi eux, celui que je vous recommande vivement, c'est le lac de Bled, situé à seulement 1 heure de bus, donc je vous conseille cette petite excursion.
Vous y trouverez un lac enchanteur avec cette belle eau turquoise qu'on voit justement. C'est l'un des plus beaux sites naturels du pays, avec son île pittoresque, son château médiéval qui est perché sur une falaise. C'est vraiment des paysages féeriques au cœur des Alpes juliennes. Donc profitez-en aussi pour goûter au crème resina, qui est une pâtisserie locale composée de pâte feuilletée, de crème vanille et de crème fouettée. C'était très bon. Donc finalement, j'ai adoré l'ambiance paisible de Ljubljana. Il y a 1000 petits détails à observer, des ruelles cachées aux fresques murales en passant par les marchés animés. Et enfin, impossible de parler de Ljubljana sans évoquer son symbole, c'est le dragon. Il représente la force, le courage et la protection, et c'est lié à la légende de Jason et des Argonautes qui auraient affronté un dragon en traversant la région. Un dernier clin d'œil mythologique pour une ville qui ne manque pas de caractère. Alors, en route avec les dragons, justement, je vais vous laisser profiter de quelques images pour vous immerger dans l'ambiance de la ville. Ça va pulser. En 1 minute, je vous raconte Ljubljana en vidéo. Les dragons veillent sur Ljubljana et sa charmante rivière, la Ljubljanica. Bienvenue dans le centre historique de Ljubljana avec sa cathédrale Saint-Nicolas et son triple pont. L'animation se poursuit au marché central, autour des berges toujours très animées. La montée au château se fait par des ruelles très pittoresques, avec une vue imprenable qui vous attend au bout. Une atmosphère de campagne règne au cœur de la ville. Ensuite, le parc Tivoli, puis, à 1 heure de bus, le fameux lac Bled, pour terminer notre balade. Et oui, juste, voilà, si vous voulez aller en Slovénie, eh ben, allez visiter Ljubljana. Perso, je connaissais pas. Enfin, j'y suis jamais allé, mais comme on dit, plus c'est petit, plus c'est mignon. Voilà. Je conseille toujours autant, vraiment. Un dépaysement total. Dans un instant, la météo, le journal et puis notre invitée, Heike Heller, conseillère culturelle de l'ambassade d'Estonie en France et coordinatrice générale du festival Ciné Baltique. Bonjour madame, bienvenue sur Armada. Pour l'heure, place aux partenaires et aux voyages dans les têtes. Le week-end, on peut toujours se sentir en vacances. Voici quelques images de la Slovaquie. Et oui, la Fédération France-Slovaquie qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. Et mon Dieu, qu'il y a beaucoup de Slovaques en France. On les salue. Pour suivre son actualité, une adresse www.france-slovaquie.com et sur les réseaux sociaux. Et le partenaire suivant, l'Aki Atelier de Transformation, est une association qui prend soin de votre image à travers les formations pour les étudiants des établissements supérieurs et à travers les formations pour les dirigeants et les cadres des entreprises, qui permettent de faciliter la communication non verbale. Et enfin, l'Aki organise des événements autour de la mode, du style et des arts. Et le prochain événement est le 10 avril
et ce sera un show burlesque avec un défilé de créateurs internationaux de la musique et de la danse. Vivez les enchantements avec Lucky, une petite vidéo. Et puis aussi Aïma et Aïkokoa, vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, à skier, aller dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne dans une ambiance de fête, tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région qu'est le parc de Marrakech. Il ne vous reste plus qu'à contacter les chalets Aïma et Aïkokoa sur internet, aïma-aïkokoa.ro. Elles parlent français, elles vous attendent à bras ouverts. Place aux images, place aux vacances. Place à la météo. Si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale, bien sachez que ce week-end sera froid mais agréable. Samedi matin, l'Europe sera coupée en deux. Au sud des Alpes et des Carpates, ce sera plein soleil, sauf en Roumanie. Du soleil aussi en République tchèque. Partout ailleurs, ce sera nuageux, voire neigeux, avec quelques flocons attendus à Vilnius en Lituanie et dans la moitié est de l'Estonie. Côté température, elles seront vraiment fraîches, allant de -1 à 3 degrés au nord des Carpates, -1 degré comme à Tallinn et à Helsinki, 0 degré à Tartu en Estonie, 1 degré à Prague ou encore Sofia, 2 degrés à Riga, Vilnius, Varsovie et Berlin, 3 degrés à Budapest, Ljubljana et à Bratislava, 4 degrés à Bucarest, 5 degrés à Zagreb, 6 degrés à Belgrade, le maximum 9 degrés à Piran en Slovénie. Samedi après-midi, le soleil continuera de percer le ciel au sud des Carpates, plein soleil en République tchèque et en Bulgarie. On attend de la neige en Lettonie et en Lituanie. Côté Mercure, ça ne bougera pas beaucoup. De 1 à 3 degrés sur le front est, 1 degré à Tallinn, 2 degrés à Vilnius et Riga, 4 degrés à Kiev, 5 degrés à Bratislava, Budapest et Berlin, 6 degrés à Ljubljana, 7 degrés à Zagreb, 8 degrés à Belgrade, 11 degrés à Bucarest, 13 degrés à Sofia et même 16 degrés à Plovdiv en Bulgarie. Dimanche matin, les nuages vont prendre le dessus vers l'ouest. On attend des flocons à Varsovie, mais ça ne devrait pas tenir. Le soleil brillera, lui, sur les Balkans occidentaux. Partout ailleurs, ce sera nuageux. Côté température, on attend -2 degrés à Prague. Sur le front est, ça variera de -1 comme à Tartu en Estonie, jusqu'à 1 degré comme à Riga, 0 degré à Tallinn, tout comme à Sofia en Bulgarie. Du côté des Carpates, on atteindra 3 degrés comme à Bratislava, Budapest, Bucarest et à Ljubljana. 4 degrés, ce sera à Zagreb, 8 degrés à Belgrade, 9 degrés à Piran en Slovénie. Piran, il fait chaud à première vue. Dimanche après-midi, le soleil va reprendre du poil de la bête, repoussant le froid et les nuages derrière les Carpates. Les nuages qui resteront cependant en Roumanie et en Bulgarie. Il continuera de neiger à Varsovie et à Riga, mais ça ne tiendra pas, contrairement au parc de Marrakech en Roumanie, où on attend de la neige et 0 degré. Côté température, ça ira sur l'est du continent de -2 degrés à Rakvere, dans le nord de l'Estonie, -1 degré à Tallinn, jusqu'à 2 degrés à Kiev. Il fera 2 degrés à Prague et Varsovie, 3 degrés à Ljubljana, 4 degrés à Berlin, 5 degrés à Budapest, 6 degrés à Bratislava, 7 degrés à Zagreb, 8 degrés à Sofia et même 10 degrés et plein soleil à Belgrade en Serbie. Il est quasi 20h sur Armada, le journal européen avec les infos qu'on ne vous dit pas ou peu.
Biélorussie dans la continuité. Oui, selon un sondage, le président sortant Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994 a été réélu pour un 7e mandat de 5 ans avec 86,82% des voix. Sergueï Siranko du KPB rassemble 3,21% des voix. Oleg Gadiukevich du LDPB 2,02%. Anna Kadapatskaya 1,86%. Alexandre Kignac du RPTS 1,74% des voix. Les bulletins, aucun d'entre eux ont totalisé 3,60% des voix. À savoir que dimanche, les principaux opposants étaient déjà emprisonnés ou en exil. Si l'Union européenne dénonce un simulacre d'élection, la communauté internationale s'accorde à dire que le processus électoral en Biélorussie, scrutin uninominal majoritaire de tour, n'est pas, je cite, libre et équitable. Serbie. Le Premier ministre serbe démissionne à la suite des manifestations qui secouent le pays. Le Premier ministre serbe Miloš Vučević a annoncé sa démission au milieu d'une vague de manifestations publiques déclenchée après l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire récente de la Serbie, l'effondrement d'un auvent de gare dans la ville de Novi Sad au mois de novembre qui a fait 15 morts. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, lutte pour maintenir sa position face aux manifestants après avoir accepté de remanier la moitié de son cabinet. Il a affirmé que la Serbie était, je cite, attaquée de l'étranger et que les manifestations étaient financées par des gouvernements occidentaux. A noter que le maire de Novi Sad, Milan Djurić, quittera également ses fonctions et que Miloš Vučević restera à son poste jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Allemagne, le chef de la CDU met fin au cordon sanitaire contre l'extrême droite. À 3 semaines des élections fédérales, Friedrich Merz, déterminé à renforcer la politique migratoire, avait déposé au Bundestag 2 motions non contraignantes suggérant entre autres de rendre permanents les contrôles aux frontières de l'Allemagne pour lutter contre l'immigration clandestine. Mercredi, la CDU est parvenue à faire adopter l'une de ces 2 motions à une faible majorité de 4 voix grâce au soutien du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Si Friedrich Merz avait déclaré avant le vote qu'il ne voulait pas de l'appui de l'AfD, mais qu'il préférait l'accepter plutôt que le status quo sur le volet migratoire, son approche a suscité de vives critiques dès l'annonce du résultat, y compris par l'ancienne chancelière Angela Merkel. Si le candidat de la CDU-CSU rejette tout projet de coalition gouvernementale avec l'AfD, le parti d'extrême droite a qualifié le suffrage d'avant-hier de moment historique. A noter qu'hier, les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne se sont réunis à Varsovie, discutant principalement des questions d'immigration et de sécurité, mais aucune décision officielle n'a été prise. Slovaquie, des centaines d'organisations non gouvernementales slovaques condamnent le gouvernement de Robert Fico. La semaine dernière, des manifestations nationales sous la bannière « La Slovaquie, c'est l'Europe » ont eu lieu dans plus de 30 villes slovaques, rassemblant environ 100 000 citoyens. Les manifestants ont exigé la fin des politiques de Robert Fico et un engagement ferme de l'UE et de l'OTAN. Pour la première fois, les manifestants ont également demandé ouvertement sa démission. Cette semaine, dans une lettre ouverte signée par près de 500 représentants de la société civile slovaque, issus de 411 organisations, les signataires affirment que les actions du gouvernement nuisent à la gouvernance ouverte, à la transparence, au libre accès à l'information et à la participation des citoyens à l'élaboration des lois. Robert Fico et d'autres membres de la coalition au pouvoir ciblent fréquemment les ONG dans leur rhétorique, les qualifiant souvent d'organisations, je cite, dirigées par Soros. Après son retour au pouvoir en octobre 2023, le Premier ministre a annoncé son intention de mettre fin à ce qu'il appelle, je cite, le règne des ONG. Robert Fico n'a pas commenté publiquement la lettre au moment où je vous parle. Les libéraux bulgares sollicitent le soutien de Donald Trump pour surtaxer le transit du gaz russe. Le Parti libéral bulgare Nous continuons le changement, Bulgarie démocratique, recherche le soutien de Washington pour adopter une proposition visant à imposer des frais supplémentaires sur le transit du gaz russe vers l'Europe centrale, qui a été rejetée par le Parlement bulgare. Le co-dirigeant du parti, l'ancien Premier ministre Kirill Petkov, présent à l'investiture de Donald Trump la semaine dernière, a rencontré par la même occasion les principaux responsables américains de l'énergie afin de communiquer sur sa proposition. Il a ajouté qu'un haut fonctionnaire de la nouvelle administration l'a informé que le plan pourrait servir de modèle pour la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne tout en faisant avancer les intérêts des 2 parties. L'ancien Premier ministre bulgare a expliqué qu'au moment où l'administration Trump prend ses fonctions, un jeu énergétique audacieux en Europe centrale et orientale pourrait donner un nouveau sens à sa promesse de campagne « Drill baby drill », percer bébé percer.
Une surtaxe sur le gazoduc russe rendrait le GNL, gaz naturel liquéfié américain, moins cher pour les clients d'Europe centrale, où le marché traditionnellement dominé par la Russie vaut 7,1 milliards de dollars par an, a-t-il ajouté. L'Union européenne n'a pas commenté. L'Estonie a reçu ses premiers canons automoteurs César 6 mois seulement après la signature d'un contrat pour 12 pièces durant le salon de défense Eurosatory. Oui, ce premier lot de 6 César 66 MK1 est arrivé en Estonie par la voie maritime, indique le média local ERR. Les 6 derniers exemplaires devraient être livrés d'ici à la fin de l'été. Produits à Roanne par KNDS France C-System deviendront armer un 3e bataillon d'artillerie au sein de la division estonienne. Le contrat prévoit par ailleurs une option pour la commande d'exemplaires supplémentaires. Danemark, bonjour New York, les Yankees prêtent à envahir le Groenland. La capitale du Groenland se prépare à une invasion de touristes américains imminente après la promesse de Donald Trump de prendre le contrôle de l'île arctique par la force si nécessaire. À partir du mois de juin, la United Airlines assurera la première liaison directe entre l'aéroport JFK de New York et Nuuk, à hauteur de 2 vols par semaine. Enfin, on termine ce journal avec une belle nouvelle. Oui, hier matin, une plaque en hommage à l'écrivain prix Nobel de littérature en 1970, Alexandre Solzhenitsyn, a été dévoilée en présence de 2 de ses enfants au 11 rue de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris, aux éditions Oumesea Presse, où fut publié le 28 décembre 1973 L'archipel du Goulag, best-seller comme il y en est. Oh oui. Parlons du cinéma, place au Festival Ciné Baltique, place à l'interview, d'abord bande d'annonces. Du 6 au 9 février 2025, la première édition du Ciné Baltique Festival des cinémas estoniens, lettons et lituaniens s'installe au cœur de Paris, au cinéma L'Arlequin 76 rue de Rennes. Cet événement cinématographique exceptionnel met en lumière la richesse et la diversité des cinémas de la région baltique à travers une sélection de 18 courts-métrages et 6 longs, des films inédits en avant-première ou classiques, en présence de nombreux invités, cinéastes et personnalités venus de Lituanie, Lettonie et Estonie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Heike Heller, conseillère culturelle de l'ambassade d'Estonie et coordinatrice générale du Festival Ciné Baltique. Bonjour Madame, bienvenue sur Armada. Après New York, en novembre dernier, le Festival Ciné Baltique offre enfin un espace inédit pour faire découvrir au public français des films proposant des perspectives différentes sur l'histoire, les sociétés, les cultures des pays baltes. Et ma première question, doit-on dire le cinéma balte ou les cinémas baltes? Quelle est la singularité des cinémas baltes? Bien proche du micro. Après. Cinématographie ouest, il y a peut-être plus de questions existentielles, oui. Et la nature est aussi omniprésente, mais on peut quand même dire que il y a des similitudes, mais il y a quand même beaucoup de différences liées à l'histoire de nos pays. Bien sûr, tout à fait. Et donc le festival se déroule sur 4 jours. Et à quel programme doit s'attendre le public français? Donc
Festival, on montre 6 longs métrages, 19 courts métrages, et il y a parmi les courts métrages, il y a des films d'animation, des documentaires, des fictions, et c'est vraiment un recueil de nouvelles qu'on offre. Je suis particulièrement heureuse que notre programmateur Thibaut Braque a choisi, à côté des films de long métrage, aussi des courts métrages qui sont vraiment chouettes. Je conseille vivement. Tout à fait. Et en plus, il y a beaucoup de rencontres avec les réalisateurs, les acteurs. Donc chaque fois, c'est suivi d'une rencontre, d'un débat. Oui, tout à fait. Toutes les séances sont accompagnées. Donc, il y aura des réalisateurs, des acteurs, et aussi une monteuse qui vient. Donc, à chaque séance sera suivie par un débat qui sera vraiment un ajout pour les séances. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères de sélection pour le Festival Ciné-Baltique ? On a essayé de choisir des films de 2 ou 3 dernières années. Il y a une exception. Donc, il y a un film qui a été réalisé en 1967. Tout à fait, on en parlera. On va en parler. Oui. Mais sinon, c'est quand même des films récents. Et en fait, c'était la liberté de notre programmateur de faire le choix. Et nous, on a du côté estonien, letton et lituanien, on a bien sûr proposé, mais c'était à lui de choisir, puisque comme il est français, il connaît, à mon avis, mieux le public français, les attentes, voilà. Et on verra le programme est extrêmement riche, en tout cas tout ce qui concerne les longs métrages, les sujets sont très divers. Oui. Et modernes. Oui, tout à fait. Et le festival s'ouvre avec un long métrage lituanien, Akiplesa Toxic en anglais. Et ce film a remporté le Léopard d'or au festival de Locarno et le Grand Prix, le prix de la public à Cinéaste en 2024. Et je vous propose de regarder la bande d'annonce. Hi, my name is Maria. I am 1.77 meters. My favorite color is pink and I love dogs. Don't be so shy. You're fabulous. Could you smile? Alors la réalisatrice Saoulé Bliouvaïté qui sera présente donc à la séance traite d'un sujet social important, des dégâts psychologiques et physiques créés par la beauty industry, l'industrie de la beauté et la mode chez les adolescents qui attire énormément. Pourquoi les spectateurs français doivent absolument aller voir ce film ? Je pense que c'est Parle de lui-même. C'est le sujet qui existe aussi en France. Ça existe un peu partout maintenant dans le monde. Donc, ça parle aussi bien au public lituanien ou balte qu'au public français. Mais c'est vrai qu'en plus, nos filles, elles se mettent des fois elles se mettent en danger parfois quand elles veulent faire modèle. Et c'est un film qui parle énormément. Oui, tout à fait. C'est très pertinent. Merci. Et j'aimerais parler de la coproduction germano-lettono-estonienne Amalvi lyonnaise de Lena Triskena Vanatolo. Et c'est une fiction où la psychologie de relation mère-fille passe par une histoire dynamique d'un thriller. Et ça entraîne les spectateurs dans la complexité des âmes et des familles. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit que le cinéma de l'Est propose des sujets parfois un peu plus sérieux et plus graves. Et en quoi cette approche de la psychologie est innovante ?
Je dirais, c'est comme pour toxique, en fait, c'est un sujet qui est très actuel, les problèmes avec les jeunes qui ont peut-être des connaissances ou des amis pas très bien. Et donc, comment garder ce contact avec les adolescents, comment les aider, en fait, cette question, je pense que c'est aussi bien chez nous en Estonie ou dans les pays baltes que dans d'autres pays du monde. Donc, de nouveau, c'est très actuel et ça parle à tout le monde. Tout le monde, c'est vraiment. Oui, c'est un sujet universel. C'est ça, c'est une internationalité du sujet de toute façon. Le long métrage, alors justement tout à l'heure, on avait frôlé les 4 chemises blanches, le classique de 1967 qui a été refait, je crois que c'est en 2017 qu'il a été remis. Et alors il a été, faut savoir que c'est un film qui a été censuré par le régime soviétique pendant 20 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les embêtait ? Est-ce que c'est parce qu'ils critiquaient justement le régime dedans ou pas ? C'est possible ? Oui, tout à fait. Ça, c'est assez intéressant puisque c'est un film, c'est une comédie musicale, mais en même temps, c'est très critique. En fait, ça critique la censure dans le film. Donc, ça montre vraiment clairement ce système de censure qu'on avait pendant l'époque soviétique dans nos pays, mais avec une approche visuelle très contemporain, on pourrait dire. Et donc, ce film était banni dans la Lettonie soviétique et était montré pour la première fois uniquement en 1986, je pense. D'accord. Et puis, par la suite, maintenant, c'est restauré et ça passait au Festival de Cannes classique. Et on a vraiment un plaisir de le montrer aussi lors de notre festival. Et puis en plus, c'est un film historique parce que il y a l'histoire de ce film. En fait, c'est vachement important pour pas qu'on recommence justement à censurer c'est la liberté d'expression. Tout à fait, oui. Et après, c'est historique aussi du côté, dans sa façon en fait, de montrer en fait, cette époque, parce qu'on a peu de films des années 60-70, et là on voit en plus la vie quotidienne. C'est incroyable. Et c'est vrai, comme vous avez dit, le film était sélectionné à Cannes en 2018 et c'est unique en fait. C'est un hommage unique au réalisateur Roland Kallnitz et en quoi son œuvre et sa vie sont marquantes de ce réalisateur. C'est quelqu'un d'important parce que c'est vrai que Roland Kallnitz, ici en France, on ne le connaît pas, ou très très peu pour certains. Comment on pourrait le présenter en quelques mots ? J'aurais peut-être une petite difficulté puisque je connais mieux le cinéma estonien, mais c'est vrai que ça montre aussi, c'est une possibilité de voir la vie derrière les rideaux en fer ces années, et puis c'est une occasion unique. Voilà. Donc un film à voir, je vous rappelle, du 6 au 9 février, vous y allez tous les jours, vous allez voir, c'est non seulement des rencontres, puis en plus des chefs-d'œuvre. Le réalisateur lituanien, on va passer à un autre film. Et quel film ? On en a parlé sur notre antenne, il y a combien de fois ? Je ne sais plus combien de fois. Il a été même, il était présélectionné pour les Oscars. Il n'a malheureusement pas été pris, mais c'est le réalisateur lituanien de Drawing Dry, Laurinas Bareisha, qui a reçu le prix de la meilleure réalisation au 77e Festival du film de Locarno. Drawing Dry, CSS en lituanien, tandis que le casting donc principal du film a reçu le prix de la meilleure interprétation, donc dire que c'est un excellent film. On en a parlé, tout à fait. Voilà, et on en a parlé ici. Alors le sort, on a décidé autrement, on le verra pas aux Oscars. À quelle fiction doivent s'attendre les spectateurs ? Parce que dans ce film, il y a du rythme, et ça, mais dans tous les sens. C'est un assez curieux en fait, parce que on peut même dire au départ que c'est comme si c'était un documentaire. Ça suit
deux familles, deux sœurs. Ils partent à la campagne pour passer un week-end. Et puis après, il y a des événements très tragiques ou dramatiques qui vont se passer et comment ces événements influencent la vie de ces deux sœurs et deux familles. Et c'est vrai qu'il y a un rythme, mais oui, au départ, c'est quasiment comme un documentaire. Et j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment d'aller voir et découvrir ce joyeux film du cinéma lituanien. Et en ce moment, les Lituaniens, ils sont forts. Il y a aussi laiton. Il y a un laiton qui est nommé aux Oscars. On en a parlé avec Flo. On va y revenir. Mais c'est vrai que les cinémas baltes, ou le cinéma balte, je sais pas comment on peut dire. Non, franchement, il faut vraiment traverser les frontières au niveau du cinéma. Allez faire des rencontres. Moi, je vous propose de regarder la bande-annonce de Drawing Right, CSS, en version originale. Septyni, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eina. Ernestas su Luku nori pagaliau savo namus įsigyti. Jiems dabar reikia pinigų. Tai paskolą tada. Dabargi pinigai pigus. Aš esu pakankama tokia, kokia esu. Aš esu pakankama tokia, kokia esu. Kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą. Hop. Kągi ne? Ką čia man treneriukas sakė? Donc vraiment le film à découvrir, bien sûr, et à découvrir en famille. Et pour parler des films pour découvrir en famille, donc on parle des films d'animation pour enfants et adultes. Bien sûr, on a parlé plusieurs fois à cette antenne de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Jint Zilbaludis. Tenir ce nom, franchement. Exactement, c'est compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres films d'animation à découvrir au cinéma baltique à Paris? L'animation est très aimée et il y a beaucoup de films d'animation dans nos pays. Et donc, on a fait un petit choix de films. Il y a des animations de chaque pays. En fait, il y a peut-être un film qui est peut-être dédié un peu aux enfants, mais sinon, c'est quand même le film pour les adultes. Oui, c'est un très bon choix. Il y a des stop motion et il y a d'autres techniques qui ont utilisées. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu les sujets ou les réalisateurs? Oui, par exemple, je peux commencer par un réalisateur estonien qui s'appelle Sander Joon et son film Sierra qui est passé il y a 2 ans, je pense. Il était sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand qui parle c'est vraiment une histoire c'est chouette. Il y a un petit garçon. Ça se passe dans le milieu de course automobile. Il y a un petit garçon avec son père et pour aider à gagner la course, le petit garçon se transforme en roue. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de fantaisie et donc peut-être en général, dans les films d'animation pour les adultes, dans nos pays, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'absurde aussi. Donc, c'est à voir vraiment.
On a pu voir dans la bande-annonce tout à l'heure, là, dans la bande-annonce du cinéma Baltique, du festival, les voitures rouges, c'est Oui, ce tout à fait, film-là. c'est ça. Et c'est vrai que ça des potes, les amoureux de voitures, allez-y. Hein. Et moi, je voudrais aussi revenir sur la soirée de clôture et de 2 films de la réalisatrice estonienne Anna Hitz, Smoke Sauna Sisterhood et Sauna Day. Dans le long et court métrage documentaire, elle s'intéresse au sauna à fumer du comté de Oulu, une pratique ancestrale sacrée inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 2014. Et ce rituel de la vie permet d'explorer les psychologies, les relations, la condition féminine et masculine, respectivement dans les films, et pourquoi le sauna, c'est un patrimoine spirituel des pays baltes. Tout à fait. Par curiosité, j'ai regardé il y a combien de films parmi les films sélectionnés où il y a l'action se passe dans le sauna. Il y en a au moins 6. Donc, ça veut dire que c'est vraiment... C'est une identité. Ça fait partie de notre vie, de notre identité. Et c'est vraiment un lieu où on échange, où il y a... En fait, par exemple, le film Smoke Sauna Sisterhood, je dirais que c'est un film sur conditions humaines, parce que dans le sauna, on est nu, on est égaux, on peut parler de tout, et on est humain. On n'est pas les hommes ou les femmes, on est les humains. Ça, c'est top. Et c'est vraiment un rituel toujours actuel pour tous les habitants des pays baltes. Oui, tout à fait. C'est toutes les semaines. Enfin, oui, on a même le sauna dans l'ambassade d'Estonie à Paris. Donc, ça dit quelque chose. On va aller à l'ambassade. Ah oui, ça en dit long. Ah, effectivement. Alors, écoute, si nous, on pouvait aller plonger justement dans le sauna de Après, Smoke c'est vrai que c'est important Sisterhood. dans tous les pays de l'Est, parce qu'en Russie, le sauna, c'est pareil, c'est un rituel peut-être pas forcément hebdomadaire, mais quand même c'est très très présent, enfin en Ukraine, en Biélorussie, c'est vrai, mais là quand on regarde les films, les extraits, c'est extrêmement important, et vous avez raison, ça permet en fait de se mettre à égalité. Et d'ailleurs pour le court-métrage Sauna Day, Sauna Days, quand on voit ces hommes qui jouent un peu leur macho, et finalement c'est là qu'ils peuvent se découvrir, se décompresser, d'être eux-mêmes et montrer leurs faiblesses. C'est très beau. En plus, les films sont visuellement très, très beaux. Et c'est vraiment à découvrir. Le festival dimanche soir dans le sauna. Eh ben, si on se plongeait justement dans le sauna, il est 20h27, on va pas tarder à rendre l'antenne. Voici donc la bande-annonce de Smoke Sauna Sisterhood. Onneksi on pyhäkodissa, kun puhtas saat. Latsa synnytti Sanna. Poika syntyi, siis tuli peremismajja. Aga kun tytär syntyi, või... Need panged lendasid mööda õue laiali. Ta jooksis vikatiga mulle järele. Niimoodi, nagu niidaks niimoodi vikatiga. Ja ma jooksin elu eest ära. Ja ometi ta väga armastas meid. Seda on ilusti kui heas. Ema poolt kõige parem tunnustus, mis me oleme õdedega saanud, on see, et oi, sa oled nii kõhnaks jäänud, et see on nagu kõige parem kiitus ükskõik millele. Põhiline oligi see, et mehed sind tahaksid, sest siis sa oled väärtuslik naine. Ja ainus hea asi minu keha puhul oli see, et mul olid ilusad tissid.
Voilà, donc allez au festival Ciné Baltique pour vous plonger dans un monde à découvrir vraiment si vous ne connaissez pas le cinéma balte ou les cinémas baltes, de toute façon en Estonie, en Lituanie et en Lettonie. Merci beaucoup, madame. Il est 20h29, c'est l'heure de nous séparer. On parlerait des heures avec nos invités. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Sabina Vespera, et puis aussi à toute l'équipe. Je rappelle un film à voir et à soutenir, Un rêve des vies, sur le site du Nikon Film Festival. Soutenez-le. Bien sûr, je vous rappelle le Festival Ciné Baltique du 6 au 9 février au cinéma L'Arlequin, 76 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement à Paris, métro Rennes. Et là, je m'adresse aux jeunes gens du métier. Allez-y, allez faire des connaissances et des rencontres cinématographiques. La semaine prochaine, dans Bienvenue à l'Est, on parlera musique et famille. Tout d'abord avec la violoniste Natalia Cottel et puis avec le chanteur Félix Schindler. Schender. Il aura du spectacle et sur scène d'Armada. Et ouais. Merci Gabriel. Merci Gabriel, merci Anna, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, merci beaucoup Eric à la réalisation de cette émission, merci beaucoup à Rababaloul pour sa confiance, merci à nos partenaires. Et merci à tous. Et aujourd'hui on parlait des rêves prémonitoires et tout à l'heure, si vous voulez connaître votre avenir, donc vous nous suivez sur Armada pour l'émission de Claude Alexis, Le fil de l'avenir. On vous dit à la semaine prochaine, 19h, sur Armada, dans Bienvenue à l'Est. Gardez le sourire, c'est le plus important. Ciao.